Good Morning Business. Plus de 800 000 chômeurs supplémentaires sans aucune activité hier. Alors c'est vrai qu'une grande partie est liée au transfert de ceux qui avaient un peu d'activité, catégorie B et C, vers la catégorie A. Mais quand même, même si on prend que les 200 000 supplémentaires strictement, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, pas de chômeurs, demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi, pardon. Et moi, il faut toujours rappeler que les données Pôle emploi, vous imaginez un portillon de gens qui entrent et qui sortent dans un local et on compte le nombre d'entrées-sorties. Voilà comment ça marche. Et tandis que le chômage, c'est bien sûr lié à une statistique de l'INSEE qui est réalisée trimestriellement au terme d'une très vaste enquête et réalisée au sens du Bureau international du travail, qui n'est pas exactement la même définition de la catégorie A. Il faut quand même effectivement expliquer ce qui s'est passé, Christophe. On a ces fameuses 3 catégories qui sont les principales. Bon, il y a les catégories D et E, mais qui sont justement des gens qu'on ne comptabilise pas pour plein de raisons, créateurs d'entreprises, gens en formation. On a la catégorie A, c'est les gens qui n'ont jamais travaillé. La catégorie B, les gens qui ont travaillé moins de 78 heures dans le mois. Et la catégorie C, les gens qui ont travaillé un peu plus, donc un peu plus de 78 heures dans le mois. Et là, on a effectivement 843 000 précisément chômeurs, demandeurs d'emploi en plus. Parce que tous les gens de B et C n'ont pas du tout travaillé. Et ils ont tous basculé d'un coup dans la catégorie A, ce qui nous fait ce chiffre qui est quand même très impressionnant de 843 000. Mais comme vous l'avez rappelé, les vraies inscriptions neuves ne sont que 209 300 précisément. Ça reste énorme. Mais donc voilà, pour relativiser un peu la gravité du chiffre, parce que plus 22%, on n'a jamais vu plus 22% en un mois depuis que cette observation, que ce comptage existe, donc depuis 1996. On va laisser Jean-Marc tirer le premier sur la question du jour, c'est est-ce que l'État, du coup, doit intervenir? Est-ce qu'on peut laisser le chômage s'emballer comme ça? Ah mais la réponse c'est oui et non. Ça demande... Ah non, ça vous n'avez pas le droit. Ça dépasse. Ah non, là vous n'avez pas le droit. Non, mais je vais vous dire. Il faut réfléchir. Vous n'êtes pas normand. Non, pas du tout. Bon alors. Il faut réfléchir à l'origine de ce chômage. Ce chômage, il n'est pas lié à un mécanisme intrinsèque à l'économie. Vous savez, les économistes disent, normalement, dans le chômage, il y a le chômage structurel qui est lié à un coût du travail excessif, et puis il y a le chômage conjoncturel qui est lié à l'évolution cyclique de l'économie. Là, c'est un chômage qui n'est lié ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire, c'est un chômage qui est lié à un choc exogène qui a été provoqué par l'État. Alors, à la question, est-ce qu'il faut que l'État intervienne? La réponse est oui. Oui, parce que c'est sa faute. C'est sa faute. Donc, il faut qu'il arrête de provoquer ce chômage qui est à l'origine, qui est lié à des décisions qu'il a prises. Donc, c'était au mois d'avril. La seule vraie décision qu'il doit prendre, c'est de déconfiner. C'est le cas. Il l'a prise. Donc, il faut qu'il accélère le déconfinement et surtout qu'il tienne un discours clair. Il y a encore quelques petites incertitudes. Mais maintenant, on analyse... ça va mieux depuis hier, quand même. Oui, absolument. Donc, on analyse une situation qui est une situation passée, qui est une situation, effectivement, qui est une situation où on rentre maintenant dans la logique un peu de faire un bilan historique de ce qui s'est passé. Mais les décisions essentielles ont été prises. Et surtout, maintenant, il faut revenir, puisque c'était à l'origine un discours autour de la médecine, il faut revenir au principe essentiel de la médecine. Primum non nocere. Il a nui. Bon, maintenant, il arrête de nuire, il ne faut pas qu'il se remette à nuire. Et donc, je pense qu'il y a 2 erreurs à éviter. La première erreur, c'est de ne pas appliquer cette grande formule, cette grande pensée de Montaigne qui disait « Les sujets d'un prince excessif en don se rendent excessifs en demande ». Donc, il faut qu'il arrête de promettre, de décider. Mais est-ce que sur le chômage, il doit quand même faire un effort particulier, je ne sais pas, contrôler, mieux indemniser, je ne sais pas. Non. Là, maintenant, la seule chose qu'il doit faire, et le deuxième élément, c'est à partir du moment où ce chômage traduit, encore une fois, une perte de travail à un moment donné, il faut laisser les entreprises être en situation de récupérer la perte de travail en question. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, il faut laisser la dynamique des entreprises s'exprimer de la façon la plus radicale et la plus libre possible. Nicolas? Je ne suis pas de l'avis de Jean-Marc, parce que je trouve que Jean-Marc parle comme si on était passé, ça y est, au monde d'après, si l'État avait pris sa décision, et voilà. En fait, ça y est, le déconfinement, il est annoncé. Il est assez clair, en fait. Il n'y a plus beaucoup de doutes. Le 22, si vous voulez, le 22 juin, tout rouvre à peu près partout, à 100%. Oui, mais tout rouvre à 100%, mais rien ne tourne à 100%. Parce que le protocole sanitaire, on va le traîner longtemps. On ne sait pas si on le traîne jusqu'au moment où on dira c'est la fin du Covid, par exemple, je ne sais pas, juillet, août, ou si on le traîne jusqu'au moment où on a un vaccin. On sait déjà que dans les transports en commun... Elle dit bien qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Dans les transports en commun, on sait que le basque, c'est jusqu'au vaccin. Et là, moi, je considère qu'effectivement, je
parfaitement d'accord avec Jean-Marc, c'est la responsabilité de l'État si on est dans cette situation, qui peut-être n'avait pas le choix, mais enfin c'est la responsabilité de l'État. Je trouverais parfaitement normal, compte tenu de cette économie qui tourne au ralenti et qui va tourner longtemps au ralenti, qu'on trouve des solutions qui peut-être passeront par des solutions que je n'aurais jamais défendues en temps normal. On me dirait, on fait une prime à l'embauche pendant 6 mois jusqu'à la fin 2020, je ne serais pas complètement choqué. On fait du zéro charge pendant 1 an ou 2, je ne serais pas complètement choqué. Emmanuel Pénicaud qui dit on va proposer aux entreprises qui gardent leurs salariés de financer une partie. Alors ça c'est le truc un peu nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est une idée de la métallurgie. C'est une idée qui vient des syndicats de patrons et des syndicats de salariés de la métallurgie. C'est pas le vrai chômage partiel qu'on a connu depuis le début. C'est pas non plus le zéro. C'est une espèce de mixte où il y aura du donnant-donnant. L'État et l'UNEDIC s'engageraient à assurer à peu près 40%, parce qu'il y aura encore des gens qui seront en arrêt dont on veut préserver l'emploi et le contrat de travail, même en août, même en septembre, et peut-être davantage. Moi, je les vois, toutes les ETI dont on parle jamais parce qu'elles sont pas connues, qui sont en redressement avec 1300, 1500 mecs. Alors on parle de Renault parce que c'est connu, mais elles sont nombreuses en ce moment. Donc je pense que le choc social va être violent. Donc l'État assurerait dans ce dispositif 40% du salaire, l'employeur assurerait 30% du salaire, et l'indemnité du salarié en chômage partiel ne serait plus de 84% du net, mais de 70% du net. Et donc là, l'idée, un peu à l'allemande, hein, voilà, 60, un peu à l'allemande. Et l'idée, c'est si on fait ça, si l'État joue son rôle, nous, dans ces cas-là, on s'engage à pas mettre les salariés au chômage. Ouais. Ça veut dire que le salarié garde son job, ça veut dire que l'entreprise trouve de la flexibilité et que l'État évite une flambée de plans sociaux. OK pour ça, Jean-Marc ? Non, pas du tout. Je vais vous dire une seule chose. Souvenez-vous, lorsque François Hollande, il n'avait pas déclaré ça d'ailleurs, mais lorsqu'on a attribué à François Hollande la formule « c'est gratuit, c'est l'État qui paie », tout le monde avait éclaté de rire. On est dans un état d'esprit maintenant où cet éclat de rire est devenu une sorte de vérité biblique. C'est gratuit parce que l'État paie. Si l'État paie, ce n'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit quand l'État paie. Et donc, quand l'État paie, il y a des conséquences qui sont des conséquences négatives. Donc, je pense que l'État a provoqué la crise, il la fera disparaître en rapportant les décisions qui ont été prises, mais non pas en gaspillant des deniers publics.